Bonjour, j'attends la main. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous souhaiterait vous proposer un talk sur les 25 lieux qui changent l'industrie en France. Un projet éditorial qui est mené conjointement par la Caisse des dépôts, le réseau France Urbaine, le groupe Patriarche et notre consultant en développement économique Jean-Louis Menet. C'est l'émanation d'un projet éditorial qui a déjà été conduit en 2023, qui s'appelait les 25 lieux de l'innovation, qui portait justement sur toute la thématique des produits immobiliers portés sur les thématiques innovantes, qui a émergé ces dernières années. Et on a voulu cette année réitérer l'exercice avec un focus fort sur l'industrie, en considérant, en se forgeant progressivement une conviction que l'industrie française n'allait pas être une somme d'usines sur les territoires, et de la même manière, les écosystèmes industriels ne seraient pas une somme de petits projets industriels semés à gauche à droite. Et pour lancer cette conversation et tenter d'établir un premier état des lieux qui peuvent changer l'industrie en France et qui ne sont pas nécessairement des produits industriels, on propose d'accueillir aujourd'hui deux acteurs territoriaux diamétralement opposés. Gérald Cohen, président fondateur du Kilomètre Zéro à Mulhouse, que je vous laisserai présenter, et Steven Perron, président et fondateur de la foncière Magellim, qui porte aujourd'hui le projet Les Forges des Batignolles à Nantes, que je vous laisserai également présenter. Je suis accompagné également de Jean-Louis Menet, déjà présenté, qui m'aidera à animer ce débat et pouvoir essayer d'identifier quelles sont les bonnes conditions pour créer un lieu industriel, de quoi il en a besoin pour se développer. Merci beaucoup. Gérald Cohen, si vous pouvez vous présenter en quelques mots et peut-être présenter le Kilomètre Zéro. Oui, merci. Alors, Kilomètre Zéro, c'est d'abord l'émanation d'un certain nombre d'acteurs, plusieurs fondateurs. Je suis un des fondateurs. L'objectif, c'était de rapprocher des acteurs dans le but d'accélérer l'innovation. C'est pour ça qu'on parle de lieu d'innovation. Et très rapidement, c'est l'industrie qui est venue nous voir en nous disant, eh bien, nous avons besoin de ce type de lieu où on va avoir une multiplicité d'acteurs qui vont se croiser, qui vont travailler, qui vont générer des interactions ensemble. Pour faire simple, aujourd'hui, KM0, c'est un peu plus de 11 500 mètres carrés. Ce sont des écoles, ce sont des accélérateurs, des incubateurs, c'est aussi la présence de centres de recherche et c'est aussi la présence de l'industrie elle-même. Donc c'est un lieu où on va avoir une multiplicité d'acteurs, de la formation à la start-up jusqu'au projet des grands industriels. Et l'objectif numéro un, c'est multiplier les interactions. En fait, on avait un rêve, tout simplement. C'est que à l'époque, on regardait tous les lieux innovants du monde. On a fait le tour de pas mal de lieux innovants dans le monde. Et on se disait pourquoi la France n'a pas ce type de lieu où on peut aller d'un jeune qui a un projet jusqu'à un industriel qui travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et dans ce rêve, eh bien, on se disait qu'un des acteurs structurants de notre avenir resterait l'industrie, quoi qu'il se passe. Et pour ça, il nous fallait des lieux où on leur donne de la visibilité. Et ils sont venus, les industriels sont venus également en nous disant, ben voilà, à quoi devrait ressembler ce lieu, de quelle manière il doit s'organiser. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. En termes d'acteurs, je peux vous citer rapidement. On a des écoles comme Epitech, 42, Studio Atelier, PHG, voilà. Donc on a à peu près, on va atteindre 600 à 700 étudiants sur site. On a à peu près 70 structures, 30 startups qui sont accueillies soit dans un incubateur qui est SEMIA, soit dans un accélérateur qui est le Village by ICEA. On a un centre de recherche en IA, on a le CETIM qui est l'opérateur industriel à destination des entreprises. Voilà. On a une série d'acteurs sur site qui ont appris à travailler ensemble avec des lieux de travail, des lieux de convivialité et la magie opère. Merci beaucoup. Steven. Bien, bonjour. Alors nous, on est parti. Le site, il n'est pas encore ouvert en fait. Il ouvre en mars-avril 2024. On est parti d'un site industriel assez, on va dire, symbolique, qui s'appelle la Forge des Batignolles, tout un programme, d'où sont sorties en 1930 en fait les premières locomotives. Donc un vrai passé, c'est un premier site totem qu'on a voulu intégrer. Il y a 40 000 mètres carrés à développer derrière qui sont aujourd'hui en programmation. Donc là, on est vraiment sur de la friche industrielle et de la transformation urbaine en plein cœur de Nantes. Donc ça, c'est l'histoire.
On a voulu, donc on a via Groupe Magellan que j'ai fondé et Foncière Magellan, qui est une des sociétés du groupe, travaillé avec la Banque des Territoires assez naturellement, on va dire, sur ces sujets. Et on est arrivé assez vite finalement à la nécessité absolue de faire travailler en fin de compte des écosystèmes qui aujourd'hui étaient regroupés dans différents sites un peu à droite à gauche, sans réelle volonté politique de regrouper finalement et de faire cohabiter et de faire surtout avancer en fin de compte un certain nombre de grandes structures. Et donc ce site a trouvé toute sa symbolique de manière assez rapide. Et donc aujourd'hui on y retrouve des écoles, Institut français de technologie, notamment l'Institut de Léonard de Vinci qui vient implanter faire une implantation également sur Nantes aujourd'hui. Les startups industrielles qui seront au nombre de 25 aujourd'hui à date. Des grands groupes industriels majeurs qui sont aujourd'hui présents sur tout le Pays de Loire, notamment des entités comme Airbus qui sont quand même bien évidemment assez représentatives. Et donc aujourd'hui, on arrive sur un immeuble qui fait globalement 7000 m², donc 5000 m² de bureaux, nouvelles normes environnementales, et près de 3000 m² aujourd'hui de nef industrielle. C'était toute la particularité de ce site, avec la volonté d'y intégrer finalement du prototypage aujourd'hui, et puis une nef qu'on veut dédier également à l'événementiel, parce qu'on veut que ce lieu vive. Et donc ça va être toute la qualité programmatique, on va dire, et thématique d'innovation, de programmation, d'intervention aujourd'hui qui vont faire que ce lieu va véritablement vivre. On est opéré non pas par le village Baïséa ou autre, mais par un acteur aujourd'hui qui vit et travaille sur le territoire. Donc il y a également, j'allais dire, une connaissance assez fine de l'écosystème. Voilà, donc avec cette volonté véritablement de travailler sur un démonstrateur finalement de l'industrie, qui est aussi un élément très très important, puisque on sait que l'industrie aujourd'hui a beaucoup de mal aujourd'hui à recruter notamment, et l'idée c'est d'en faire vraiment un démonstrateur de l'industrie de demain. Très bien. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation. Première similitude entre vos deux projets, vous êtes tous les deux à l'initiative d'un projet de territoire qui veut rassembler des acteurs. Avant même d'avoir trouvé un foncier, d'ailleurs, vous aviez déjà en tête un schéma d'exploitation et ensuite on a dû trouver un immobilier. Concrètement, aujourd'hui, vous devez accueillir des occupants. Quelles sont les règles d'entrée pour accéder à un immobilier de cette nature, tout en gardant un écosystème industriel local extrêmement cohérent au sein de l'actif? Critères d'entrée, donc on souhaite bien évidemment avoir une certaine sélectivité aujourd'hui sur les entrants. On a volontairement élargi, initialement c'était la robotique et l'IA de manière extrêmement très, très, très précise. On a volontairement élargi à l'industrie au sens large, parce qu'aujourd'hui on estime qu'une plateforme de ce type avec ses premiers milliers de mètres carrés et les seconds immeubles qui doivent arriver aujourd'hui dans la programmation 2026-2027, on doit être large, on doit être suffisamment, bien sûr, éclectique, j'allais dire, dans l'industrie au sens large. On doit avoir aussi, et on doit pouvoir répondre aussi, bien sûr, à des impératifs économiques qui sont du remplissage aussi, de manière extrêmement claire. Néanmoins, l'industrie, l'IA, la robotique et aujourd'hui tout ce qui est industrialisation au sens large font partie des critères, j'allais dire, assez naturels aujourd'hui qu'on souhaite mettre en œuvre et qui aujourd'hui sont globalement respectés. Alors, nous, on a procédé par itération. Alors, on est aussi sur un lieu qui est emblématique du territoire. C'est le lieu de naissance de deux entreprises structurantes de notre économie, ou qui ont été structurantes. C'est Alstom, alsacienne de Topstone, et Alcatel, alsacienne de construction atomique et de téléphonie. Les deux sont nés sur ce site. Et donc, la première règle intrinsèque qui est née par itération, c'est il faut qu'il y ait un lien avec l'industrie. Nous n'avons jamais eu une vision en termes de remplissage, même si ça fait partie du modèle économique. Mais avant tout, nous, on avait une sélection des acteurs en fonction de ce qu'on pensait être bon pour l'écosystème. Donc première règle, le lien avec l'industrie. De toute façon, quand vous arrivez sur site,
Vous le voyez, c'est un site industriel. C'est un ancien site industriel avec toute la présence. Kilomètre zéro, c'est parce que c'était le premier kilomètre de voie ferrée en France. Pas, voilà, un des premiers, on va dire. Mais voilà, on va rectifier un tout petit peu. Mais globalement, c'est là. Et la deuxième règle, c'est que chaque opérateur qui veut rentrer à KM0 ou qui veut des locaux à KM0 doit être susceptible d'être un client d'un opérateur à l'intérieur ou d'être un fournisseur. Donc il doit être lié à l'industrie, mais il doit pouvoir avoir des interactions dans les deux sens. Et on a l'habitude de dire il y a un quatrième critère, c'est qu'il soit sympa. C'est-à-dire qu'ils vivent l'écosystème, qu'ils soient dans l'esprit de dire je vais devoir partager, je suis dans des formules aussi d'open innovation. Et alors quand on dit sympa, on va le traduire maintenant économiquement, on veut qu'il y ait un centre de décision. Même si c'est un grand groupe qui implante quelque chose ici, on veut être certain que la personne sur site peut prendre des décisions et dire finalement ce projet il m'intéresse, on mutualise, on travaille avec vous, etc. Voilà. Et ces conditions d'entente et cette qualité, finalement, l'intelligence collective qui peut émaner d'un lieu pareil, comment vous en êtes garant dans le temps long? Est-ce que vous avez des animateurs sur place? Est-ce que vous avez un commissariat qui permet de surveiller finalement ce qui va se passer sur le temps? Le modèle repose sur deux modèles économiques. Il y a bien un foncier classique, et là on a la Caisse des dépôts et le Crédit Agricole qui sont nos associés et qui nous recadrent, si jamais, voilà, mais ils nous ont jamais imposé prenez cet acteur. C'est nous qui avons toujours décidé est-ce que cet acteur entre ou pas. Nous n'avons jamais communiqué. En aucun cas, on n'a jamais fait une campagne de promotion indiquant que nous avions des mètres carrés disponibles. Les gens, les acteurs intéressés viennent vers nous et c'est nous qui évaluons s'ils sont éligibles ou pas. Voilà. Donc, par rapport à cette règle de conduite, nous avons un deuxième pilier qui est de l'événementiel, de l'animation, de la mutualisation dans un club des locomotives. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un club des locomotives? Un club des locomotives, c'est la capacité d'avoir des dirigeants, sur site ou non d'ailleurs, qui adhèrent à la dynamique KM0 et qui disent, voilà, nous on a telle problématique, RH entre autres, très tôt, dès les années 2020, on a des problématiques RH, donc on a été chercher des écoles, entre autres, mais d'autres problématiques. Et donc, ces acteurs, il y a bien des équipes pour animer tout ça. En effet, on a une équipe qui anime de l'événementiel, de la mutualisation, du projet, etc. Et ça fait partie de l'écosystème. Chaque personne qui vient est en lien avec ça. Aujourd'hui, on a sur site à peu près 1000 personnes jour. Donc, il faut qu'il y ait toujours des choses qui se passent. Il faut qu'il y ait toujours des animations, il y a des règles, il y a même des traditions maintenant. Depuis 2019, il y a des traditions qui ont été instaurées, etc., etc. Peut-être une question en complément de ce que vous venez de dire, hein, monsieur, sur le rôle des collectivités. Comment vous travaillez ou pas avec les collectivités en amont, aujourd'hui dans le déploiement? Racontez-nous un peu l'histoire. Alors, les collectivités sont effectivement essentielles. Le projet de la Forge des Batignolles en fait, est né vraiment avec une volonté affichée et affirmée, aujourd'hui très clairement de la collectivité, en l'occurrence de notre métropole, qui œuvre aujourd'hui encore toujours finalement à créer et développer cette dynamique autour de ce renouveau industriel et de ce renouveau de site industriel qui est la Forge des Batignolles à Luchère. Alors, on a énormément d'atouts, bien évidemment, sur ce site. Le tramway en pied d'immeuble. On est dans Nantes aujourd'hui, donc c'est une adresse nantaise. Après, donc, collectivité hyper importante, bien évidemment, et essentielle, très clairement, dans la dynamique et le fléchage aujourd'hui. On parle de notre métropole, on peut parler aussi, bien sûr, de la région. C'est un projet qu'on veut, qui est à minima à l'échelle régionale. Après, sur l'animation, nous on sait, donc il y a la propriété, on va dire, foncière qu'on assume aujourd'hui. On s'est associé avec des experts, on va dire, de l'animation de tiers-lieux de manière assez étroite. Aujourd'hui, ces personnes, donc en l'occurrence, ça s'appelle la Ville du Futur, ces personnes sont aujourd'hui les garants finalement de l'animation, de la qualité finalement de la prestation.
on a tous, j'en ai acheté un certain nombre de sites de coworking et autres, et on sait que finalement c'est la valeur finalement et la pérennisation de ces activités ne tient que par la qualité aujourd'hui de ces animateurs et aujourd'hui de la gestion et de l'exploitation très clairement. Donc il faut aujourd'hui très clairement avoir une programmation qui soit thématique, événementielle, de qualité, régulière. On parlait des villages Païséa par exemple. Aujourd'hui, on sait que il ne suffit pas de mettre des baby-foot en fin de compte pour qu'un lieu vive, hein, clairement. Donc c'est de la programmation thématique, événementielle, de qualité. C'est les écoles aujourd'hui qui sont indispensables, qui sont le lien aujourd'hui entre ces sites industriels et puis le futur, c'est-à-dire les recrutements. Lien essentiel aussi pour redorer et avoir un blason de l'industrie française qui soit aujourd'hui, demain, plus attractive. Donc tout ça, ça se travaille tous les jours au quotidien. Et en l'occurrence, une équipe de 5 personnes qui est destinée à afficher, dynamiser ce lieu au quotidien. Et pour compléter la question de Jean-Louis, vous avez eu un support, en tout cas un support dans l'ingénierie politique auprès de la métropole. Dans le cas de Mulhouse, je sais que ces choses sont un peu différentes. Vous êtes un peu arrivé tout seul. Oui, alors on aime à dire qu'on est un projet privé. Clairement, là-dessus, il n'y a aucune discussion. On a un capital qui est réparti entre des fondateurs, la Caisse des dépôts et le Crédit Agricole. Mais on a bénéficié à plusieurs reprises, non pas par subvention, mais on a bénéficié de l'aura politique, la capacité à intégrer un projet dans un territoire. Et ça, c'était important. C'est-à-dire que c'est un projet privé, mais il faut que le territoire s'approprie l'outil. J'ai toujours l'habitude de dire que nous sommes un outil d'aide à la transformation des territoires. On en a besoin. Les territoires sont en train d'évoluer et quelque part, ces outils vont être indispensables. On rapproche les générations, on rapproche le passé, le présent, le futur, on rapproche l'innovation, on accélère les choses. Et donc, nous, le privé, cette connotation privée nous donne de l'agilité. On a pu modifier des choses qu'on avait peut-être parfois surévaluées et inversement. Mais en même temps, si le politique n'est pas engagé en se disant ça participe de mon attractivité ou de l'avenir de mon territoire, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut une très bonne relation qu'on a eue. Et ça, je dois dire qu'on a eu beaucoup de chance. On a eu des politiques qui ont cru en nous. Je vous rappelle quand même que nous, quand on a commencé, on était en 2017-2018, on parlait d'écosystème en France, Station F était pas née, entre autres, hein, et on parlait d'industrie. Avant Covid. Et on disait l'industrie sera structurante pour nos territoires. Et là, on a eu des hommes politiques en capacité de dire « Ok, go, on vous accompagne ». Peut-être en réponse très courte, vous vous sentez à l'aise avec les 25 lieux qui changent l'industrie? Est-ce que vous avez le sentiment de participer à ce changement? Et effectivement, est-ce que vous pensez que ça peut se reproduire? Vos expériences peuvent être des bons exemples et se reproduire sur les territoires, en étant très court. Très clairement, oui, on espère et on souhaite effectivement que ce soit un lieu qui soit demain le renouveau de l'industrie. Encore une fois, on parle souvent de démonstrateurs, on parle bien évidemment, on est aussi une initiative 100% privée aujourd'hui. Hein, on n'a pas eu de subvention et on pourrait même imaginer que les subventions ne seraient pas non plus un gros mot dans ce genre d'initiative. Donc néanmoins, c'est 100% privé. On le fait avec les acteurs du territoire, très clairement, les grands industriels, les startups, tout cet écosystème qui aujourd'hui est extrêmement présent, notamment sur la région Pays de Loire. Est-ce que c'est un lieu qui est duplicable? Oui. Il impose très clairement aujourd'hui une connaissance parfaite d'un écosystème industriel qui n'est pas simple. Et ça c'est ce qu'on a travaillé depuis plusieurs mois aujourd'hui, entre la concurrence, entre intrinsèques les notions assez essentielles de confidentialité, tous les schémas et les contraintes aujourd'hui d'acteurs industriels qui sont extrêmement fortes. Aujourd'hui, et on le voit avec les associations avec lesquelles on a pu travailler, UMC2 et autres notamment,
Aujourd'hui, il y a une réelle volonté, en fin de compte, d'avoir ces lieux totems aujourd'hui où on peut échanger, où chaque acteur industriel doit être présent. Et en fin de compte, nous, c'est ce qu'on a essayé de qu'on a voulu créer, c'est on doit être, en fin de compte, à la forge. On doit être à la forge pour exister, on doit être à la forge pour symboliser finalement le renouveau, aussi attirer. Je parle encore une fois des recrutements, mais il faut savoir que c'est quand même un axe majeur aujourd'hui de demain. On parle de réindustrialisation depuis finalement très peu de temps, à savoir post-Covid. On sait que c'est un axe essentiel, bien évidemment, largement porté par BPI, Nicolas Dufour et autres. On sait que c'est essentiel, on sait que c'est stratégique, et on sait aussi qu'on doit attirer. Et attirer, en fin de compte, des talents, les recrues et autres, ça passe par une vitrine finalement qui aujourd'hui est plus qu'une vitrine. C'est la capacité finalement de tous ces acteurs aujourd'hui à dire venez travailler dans l'industrie, c'est pas un gros mot, c'est pas moche, et donc c'est pour ça aussi que la qualité du bâti est essentielle, la qualité thématique et programmatique qu'on peut aujourd'hui envisager sur ces lieux est essentielle. En fin de compte, c'est donner un petit supplément d'âme, oui, mais surtout des réponses très très concrètes, quotidiennes, et qu'on retrouve aujourd'hui dans d'autres activités, que ce soit des activités de services tertiaires, qui ont, elles, largement évolué. On parle bien sûr d'immeubles serviciels et autres. Et on a voulu, sur la thématique industrielle, avoir la même réponse et la même qualité de réponse finalement. Et oui, c'est duplicable, avec un petit bémol, qui est qu'on travaille bien, et vous l'avez fait sur Mulhouse, on travaille bien sur la construction d'un tel site avec un écosystème, comme le dit, même si le mot est un peu galvaudé aujourd'hui, c'est la connaissance parfaite des acteurs. Voilà. Un site ne peut pas bien fonctionner si tel acteur vient et l'autre ne vient pas, ça ne marche pas en fin de compte. Voilà. Oui, alors je vais pas répéter ce qui a été dit parce que là, je suis très en phase. Il faut une très bonne connaissance du territoire. Nous sommes actuellement bien avancés sur un territoire qui n'est pas très éloigné, qui est à Belfort, sur lequel il y a on va dire, la structuration économique est plus sur le domaine de l'énergie, industrie énergie. Et là, ça nous va bien. On a pu benchmarker, etc. On sait où on va. Donc là, il n'y a pas de souci. Ce ne sera jamais le même modèle. C'est à chaque fois une nouvelle aventure. D'abord parce que ce sont de nouveaux acteurs et de nouveaux enjeux. Là où je suis convaincu, c'est que ces nouveaux lieux, je ne sais pas comment on les appellera dans 20 ou 30 ans, je suis incapable de dire, mais vont se multiplier. Ils vont se multiplier, mais à condition que sur le territoire, il y ait eu on ait préservé suffisamment de racines industrielles. Mais ça va se développer aussi dans d'autres thématiques. Et on a une nouveauté également, c'est qu'on a des grandes entreprises qui commencent à venir nous voir. En l'occurrence ici, on a eu récemment d'excellents travaux avec ArcelorMittal qui viennent nous voir pour nous dire bon, nous aussi, on a un environnement extrêmement qualitatif avec une industrie qui a progressé de façon vertigineuse. Mais maintenant, comment on entre dans des logiques d'open innovation, mais qui ne soient pas uniquement très théoriques, mais qui soient aussi dans la reconstruction et la restructuration de liens avec le territoire. Et ça, c'est essentiel. Et là, il y a d'autres modèles qui vont se mettre en place. Il faut les inventer, il faut les imaginer, il faut des itérations. Il faut qu'on agisse comme dans le monde du numérique. On fait une première version, on se rend compte que ça fonctionne pas, on modifie, on avance. Moi, je suis devenu un adepte des itérations. On pose 3000, on pose 5000 mètres carrés, on regarde, on analyse. Bon, avant de les poser, il faut des professionnels quand même, hein, parce que voilà, qui cadrent un peu le modèle. Mais oui, on va les voir se multiplier. Et heureusement d'ailleurs, je pense. Vous nous donnez là des bons ingrédients conclusifs. On entend qu'il faut remettre la responsabilité d'une certaine manière chez les experts immobiliers, les opérateurs, pour qu'ils aient une parfaite connaissance de ces écosystèmes, qui n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui. Qu'on ait des territoires accompagnants qui acceptent de porter les risques de produire des projets industriels, parfois en centre-ville. C'est vos cas tous les deux. Vous êtes dans un rapport d'hyper-proximité avec les centres urbains, à proximité d'aménités. On aurait tendance à prioriser ces sites-là pour du logement, la création de bureaux. Ce n'est pas le pari qui a été fait dans vos deux cas. Donc c'est des thématiques qui sont assez intéressantes dans notre cas. Et je retiens un dernier ingrédient, c'est que vous vous produisez comme des acteurs assumés et réplicables. Au-delà de la condition de connaissance, il y a une condition d'accessibilité en foncier, une conversation qu'on n'a pas complètement eue aujourd'hui, mais on a un contexte de raréfication des ressources immobilières.
Donc, dans vos deux cas, vous êtes dans une logique de réhabilitation de produits. C'est probablement la tendance qui va émerger dans ce genre de situation. Un petit rappel, et on finira peut-être dessus, vous avez tous les deux la singularité d'être des bâtiments réhabilités, où vous avez à la fois une emprise qui est 100% tertiaire et une partie qui est plus industrielle. Ça vous permet également d'avoir une forme de péréquation économique dans votre modèle et d'accueillir des activités très différentes qui n'ont pas forcément les mêmes capacités locatives. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot juste pour expliquer un peu le parcours résidentiel des entreprises que vous accueillez, les gros et les petits? Alors c'est assez complexe, mais c'est parce qu'on n'était pas des spécialistes de ce monde qu'on a pu rentrer dans cette logique. On va avoir des acteurs de la formation qui n'ont pas les mêmes exigences que les acteurs qui sont industriels avec bureaux, etc. Mais ce qui est très intéressant pour nous et ce dont on est très fiers, c'est que récemment, nous avons eu une unité de production qui est venue sur site et qui a rapatrié de la, comment dire, ce sont des cartes Linux en fait, et c'est de l'implantation de cartes électroniques avec un savoir qui n'existait pas. Ce sont des machines allemandes, françaises, etc. Mais il a fallu qu'ils créent la chaîne de production. Et ça, c'est génial. Pourquoi c'est génial? Parce que si sur ces sites, on arrive à réintroduire de l'industrie de demain, on est déjà là. Il a dû, parce que c'est plutôt le dirigeant de cette entreprise qui a fait ça. D'abord, on se rend compte que ce n'est pas la même industrie. Elle n'a pas besoin d'autant d'espace que par le passé. C'est différent. Elle a des attentes différentes. Deuxième élément, on arrive à convaincre des gens de venir travailler dans ces lieux de réindustrialisation parce qu'ils ne sont pas au cœur de nulle part. Ils sont au cœur d'un écosystème hyper actif. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a un centre de recherche à moins de 50 mètres. Et pourtant, je suis dans de la production de cartes électroniques. Ça, et on est vraiment dans cette notion de je comprends mon monde parce que je vois comment il se transforme sous mes yeux. C'est essentiel pour moi. Alors, sur l'approche aujourd'hui pour qu'un lieu comme ça fonctionne, effectivement, on a des contraintes économiques qui sont réelles. On a des surfaces de bureaux, on a des surfaces événementielles, on a des surfaces d'ateliers et on a des surfaces également d'ateliers de fabrication, donc des vrais mètres carrés aujourd'hui dédiés à l'industrie. Ça ne se loue pas, bien évidemment, au même prix. Ça, c'est une évidence. Mais néanmoins, il y a une sorte d'équation et d'alchimie qui n'est pas très simple forcément à travailler, qui se travaille, je vais dire, au quotidien, qui s'ajuste au quotidien. On doit avoir des mètres carrés d'industrie, de halles industrielles aujourd'hui qui sont indispensables, bien sûr. On doit avoir aussi forcément une prestation de qualité dans les bureaux aujourd'hui qui sont également présentés, qui sont des bureaux d'accompagnement pour certains, pour d'autres qui sont uniquement des bureaux faisant des surfaces de R&D. Et donc ça, c'est l'alchimie qu'on doit pouvoir trouver aujourd'hui. On a besoin, on parle de site industriel aujourd'hui, nous, dans la contrainte qu'on avait sur notre premier site aujourd'hui, qui regroupe finalement un peu plus de 3000 m² de nef industrielle, on se rend compte que c'est trop petit. Voilà. Donc, j'ai acheté il y a quelques semaines, en fin de compte, une nouvelle nef industrielle pour 4000 m² complémentaires, et qui, en fin de compte, est déjà remplie. Et donc là, c'est Airbus qui vient. Donc on a besoin d'avoir une sorte d'équation qui n'est pas simple, hein, des besoins industriels qui peuvent être extrêmement forts, la présence absolue pour ces grandes boîtes et les startups aujourd'hui d'être volontairement présents sur ce site parce que la dynamique fonctionne aujourd'hui. Donc ça se travaille finalement au quotidien, voilà, ça s'ajuste au quotidien. On va avoir des besoins d'activité qui vont être à un moment également, comme dans toute industrie, finalement très ponctuelle aussi. Donc il y a une nécessité de souplesse. Donc c'est une équation financière qui n'est pas simple, hein, on ne va pas se mentir. C'est pas voilà, tout n'est pas écrit. On signe pas un bail ferme de 12 ans avec avec telle ou telle entreprise. Donc il y a la souplesse nécessaire, il y a l'agilité nécessaire, et c'est toujours être en capacité finalement de pouvoir accueillir tout le monde. Super, merci beaucoup. On retient surtout au-delà du volet financier que c'est une équation qui est amenée à évoluer dans le temps. Le rapport d'équilibre, il n'est pas le même en 2017 qu'en 2022, 2023. On verra ce que ça donnera en 2030.
C'est un peu tout l'enjeu pour nous de cette publication-là, c'est d'exprimer aussi l'idée qu'on a des lieux d'industrie qui peuvent prendre la forme d'une programmation hybride, tertiaire, industrielle, start-up. On peut également étirer cette équation et la ramener complètement sur le volet industriel et complètement la ramener sur le produit tertiaire, pour autant incarner un lieu d'industrie qui est chargé d'histoire dans votre cas, mais qui peut s'incarner également autour de valeurs comme l'innovation technique, la masse critique également industrielle. Dans notre référentiel, on essaye d'aller chercher vraiment la plus grande masse industrielle qu'on est capable d'implanter dans un territoire, à savoir la Gigafactory, thème qui est en tension en ce moment, mais pour autant installé. Et à l'inverse, on pourrait également prendre l'exemple de micro-usines qui viennent s'implanter sur les territoires et qui utilisent finalement vos immobiliers comme des points de ressort pour s'accrocher à des territoires. Merci beaucoup pour vos témoignages. Pour rappel, l'idée de 25 lieux d'industrie, c'est de vous citer à titre d'exemple territoriaux répartis du coup à l'est et à l'ouest. On en a d'autres qui sont censés arriver. On propose de partager ce projet éditorial à horizon 2024 avec une date de parution au printemps 2024, probablement aux alentours du MIPIM, pour rester dans des échéances qu'on connaît tous. Et de pouvoir étirer justement ce palmarès avec des lieux extrêmement complémentaires du vôtre à l'échelle du territoire national. Merci beaucoup. Oui, il y a complètement le temps pour les questions. Oui, Maud Villardeau, Objectif Métropole de France. Vous n'avez pas du tout parlé des contraintes sur les bâtiments, justement, au regard des acteurs complètement différents que vous accueillez. Est-ce que ça vous a posé des problèmes, notamment avec les contraintes environnementales et de bas carbone? Alors, on a, dans l'équipe des fondateurs, on a un architecte brillant, mais clairement oui. Je ne saurais pas répondre à tous les éléments parce que je ne maîtrise pas cet axe, mais j'ai vécu une réunion tout au début du projet qui était ubuesque, avec une demande de protection de ces locaux avec des sprinklers, etc. Enfin, c'était... et nous, on disait, mais attendez, nous, on va juste faire rentrer des étudiants, on va faire rentrer des entreprises. Il y avait un décalage total. Après, par l'échange, par l'explication. Je pense que ça peut être un élément bloquant. Quand je regarde aujourd'hui, parce qu'on doit s'étendre à 15 000, 16 000 mètres carrés, on pense que c'est la bonne taille par rapport à l'enjeu. En tout cas, pour ce site, c'est la bonne taille, sur le premier site. Quand je vois les discussions réglementaires, c'est vrai que je me dis, waouh, quel monde compliqué quand même. Le monde du numérique est plus facile. Sur les contraintes, c'est effectivement, aujourd'hui, ces contraintes, on les retrouve dans tous les lieux, aujourd'hui, d'hybridation, de coworking, qui mêlent de plus en plus l'événementiel. Enfin voilà, donc avec toutes ces contraintes-là, aujourd'hui, font partie, je vais dire, inhérentes, malheureusement, et au quotidien, de tous les immeubles. Alors quand on mixe du bureau, de l'industrie, des nefs industriels qui sont en communication directe avec du tertiaire, quand on va et on souhaite aujourd'hui programmer de l'événementiel dans des nefs industrielles, bien évidemment, toutes les questions réglementaires de sécurité sont majeures. On doit aujourd'hui, ça c'est le boulot des architectes, bien évidemment, des bureaux d'études, on doit aujourd'hui anticiper le maximum. Et nous, on travaille beaucoup aujourd'hui sur tous ces lieux d'hybridation. Il faut aller viser très très haut en fait, voilà, de manière et ça dès le début pour éviter toute complication à venir. Donc ça c'est essentiel. Oui, c'est des contraintes. Oui, on le sait et oui, on les anticipe. Et ça coûte par contre, ça coûte. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.